Bien le bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suppose que vous êtes allé voir la vidéo sur l'unboxing de l'EOS R5 Mark II puisqu'aujourd'hui je vais m'atteler à la présentation complète de ce boîtier. Donc là on est vraiment 2 jours après l'unboxing. J'ai pu aller le tester légèrement, donc je ferai un test plus complet après plusieurs mois d'utilisation pour vraiment vous dire objectivement ce que je pense du boîtier. Mais voilà, je vais vous le présenter en détail, puis on va voir ce que ça va donner tout de suite. Ce petit bijou, le Canon EOS R5 Mark II, est sorti en août 2024. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, je vous ai présenté le R7, ensuite le R3, maintenant j'ai un R5 Mark II. Comment on fait avec tout ça? Écoutez, j'ai tout simplement vendu mon R7. Voilà. Ça c'est dit. Premier point, le R5 Mark II possède un capteur empilé avancé de 45 millions de pixels. C'est le premier boîtier haute résolution que je tiens entre les mains. Et c'est vrai que ça fait tout bizarre. Non mais plus sérieusement, c'est grâce au capteur rétro-éclairé plein format de nouvelle génération, évidemment, qui allie une résolution, une plage dynamique de taille à des capacités vidéo vraiment élevées et à une vitesse aussi élevée du boîtier. Deuxième point, côté vidéo, là c'est pas bon, je commence à faire des comptes et je sais que je vais me perdre vraiment rapidement. En tout cas là c'est le deuxième point. Cette toute petite bête, pas si petite en fait, peut proposer des performances allant jusqu'au RAW 8K en 60p et 12 bits en utilisant toute la largeur du capteur de l'appareil photo. Et ça c'est pas rien, c'est notamment ce pourquoi je l'ai pris. Ces performances vidéo, j'ai pu les tester rapidement, encore une fois je vous ferai un test vraiment complet après. On intègre aussi un format RAW Light qui permet de donner une autre dimension au projet vidéo. Troisième point, au niveau de l'autofocus, ce boîtier embarque l'autofocus intelligent qu'on nomme Dual Pixel, toujours avec un anglais parfaitement parlé. Avec cet autofocus, il est donc possible de suivre les personnes, les animaux et les objets, même lorsqu'ils sont momentanément masqués. Au sein du boîtier existe un mode priorité à l'action qui détermine le sujet dans certains sports et déplace la zone AF en conséquence. La zone autofocus, pardon, je sais pas pourquoi je dis AF à chaque fois, je sais pas pour qui je me prends encore. Alors, ce mode priorité à l'action, je l'ai testé très rapidement lors du premier match là, auquel j'ai pu tester le boîtier, il y a littéralement 2 jours. Faut que je le reteste. J'ai mis le mode volet et j'étais un peu perturbée parce que bon, je devais fournir des images au club, donc c'était pas non plus trop le moment de tester de nouveaux trucs, donc je l'ai vite enlevé. J'ai pas tout compris, faudra que je revienne dessus. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Oui, non. Si vous avez, vous, déjà pu tester ce mode, dites-le moi en commentaire. Côté processeur, on a toujours le Digic X et ce dernier travaille de pair avec un nouveau coprocesseur qui a un nom, vraiment, je l'adore, on dirait une supercar le truc. Et ce nouveau coprocesseur s'appelle le Digic Accelerator. Rien que ça, le truc, voilà. Tu sais directement de quoi on parle. Et c'est ce nouveau coprocesseur qui va tout simplement s'occuper de l'autofocus et qui se chargera aussi des algorithmes de suivi qui sont vraiment boostés à l'intelligence artificielle. Qui dit autofocus dit bien évidemment autofocus eye control et il me semble que c'est mon 4e point. J'espère ne pas déjà avoir perdu le compte, mais c'est possible. C'est une nouveauté qui s'insère dans le R5 Mark II puisqu'il n'était pas présent dans le R5. J'avais déjà pu tester cette technologie via mon R3 et qui est d'ailleurs paramétré au max. Il marche parfaitement bien sur le R3, parfaitement bien, je reprends tout de suite mes propos, il marche très bien. J'ai parfois des petits soucis, on en reparle. Pour la faire simple, autofocus eye control, c'est tout simplement lorsque vous mettez votre œil dans le viseur du boîtier, que votre œil est détecté et qu'en fait c'est votre œil qui va diriger le collimateur sur les animaux, les personnes, les véhicules, etc. C'est vraiment hyper bien quand ça marche bien, puisque cette technologie, attention, je ne la critique pas, c'est juste qu'elle n'est pas encore parfaite. J'ai déjà paramétré mon œil au sein du boîtier, sauf que, eh bien, cette technologie, pour être vraiment parfaite, il faut, selon moi, en tout cas, des mois d'utilisation avec. Vraiment. Mais une fois qu'elle est paramétrée, une fois que votre œil est vraiment bien reconnu par l'appareil photo et que vous aussi vous avez appris à vous en servir, mine de rien, parce que l'œil a besoin de s'entraîner, c'est tout simplement génial. J'avoue ne pas shooter tout le temps avec parce que ça me fait très vite mal à la tête, je sais pas, des fois j'ai l'impression que j'ai besoin de plus me concentrer, je ne m'en sers pas tout le temps, mais cette technologie, encore une fois, lorsqu'elle marche très bien, elle est géniale, donc je vous ferai encore une fois un retour dans le test que j'effectuerai plus tard et le comparer avec l'autofocus eye control du R3. 5e point, la sensibilité ISO, assez accrue, on peut le dire, de ce boîtier. Avec ce boîtier, on a une sensibilité maximale de 51 200 ISO, qui est extensible à 102 400 ISO pour des images JPEG plus nettes et détaillées grâce à la réduction de bruit par réseau neuronal de l'appareil photo. J'ai pu du coup tester ce boîtier légèrement sous basse lumière. Écoutez, je ne suis pas déçue, c'est bien mieux que sur le R7, car le R7 en basse lumière, personnellement, je n'étais pas satisfaite de la chose, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai amélioré mon équipement, puisque ça m'arrive quand même de photographier en basse lumière, notamment pour les photos de sport qui se font dans des gymnases. Si c'est pas les lumières jaunes,
c'est autre chose. Il faut vraiment avoir un boîtier ou alors du moins compenser avec des objectifs très lumineux. Mais cette sensibilité ISO élevée et cet appareil photo qui sera performant en basse lumière, j'en ai vraiment besoin. Et je testerai tout ça pour vous, vous inquiétez pas. Même si je sais que vous allez pas m'attendre, hein, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je dirais que c'est le 5e point, j'ai dit que j'arrêtais de compter. La prise de vue en continu qui est personnalisable, allant jusqu'à 30 images par seconde. Donc en adaptant la vitesse de prise de vue en continu, il est possible de prendre des photos de 45 millions de pixels jusqu'à 30 fois par seconde. Et donc là, forcément, c'est parfait pour les photos de sport, les photos d'animaux, etc. Mais en tout cas, je sais pas si on se rend vraiment compte de la capacité de ce boîtier, mais une rafale de 30 images par seconde en obturateur électronique représente 1,35 milliard de pixels avalés par seconde. J'ai vu ce chiffre là, c'est pas moi qui l'ai calculé. C'est exceptionnel. 6e point, la rapidité. J'aime bien compter, d'accord? C'est pas le 6e point, ça sera le 6e point quand même. Avec une vitesse d'obturation électronique maximale de 1,32 millième de seconde, rien que ça. Et un enregistrement en vidéo 4K jusqu'à 120p avec le son. J'ai pas testé ça encore. Vous savez ce que je vais dire. Le test arrive bientôt, dans plusieurs mois, mais bientôt, abonnez-vous. Vous vous en doutez, il est donc possible de capturer énormément de choses avec ce boîtier. Et pour le coup, je sais pas vraiment si on a besoin d'autant de vitesse. 1,32 millième, qu'est-ce qu'on peut photographier avec ça? Un Rafale? Dites-moi en commentaire si vous avez une idée, réellement ça m'intéresse. Je ne sais pas, mais en tout cas je sais que ça va me ravir pour les photos de sport notamment. Le pire je crois que j'ai photographié c'était le tennis en termes de vitesse, pour avoir vraiment la balle qui s'arrête sur le filet de la raquette avant qu'elle redécolle. Je sais plus à combien j'étais en vitesse, mais je crois que j'avais jamais été aussi haut, mais pas du tout 1,32 millième. Hein. C'est quand même intéressant de le savoir. Peut-être, je sais pas, Lewis Hamilton en F1, dans sa nouvelle Ferrari, je sais pas. Ah oui, et j'allais oublier une information. Dans ce petit boîtier, nous avons une vitesse accrue de lecture du capteur qui atténue la distorsion de l'image. 7e point, comme d'habitude maintenant, il est possible d'envoyer nos photos et vidéos à nos clients rapidement et en toute sécurité, qu'on soit connecté sans fil via Wi-Fi ou via USB. Personnellement, j'utilise pas mal l'application Camera Connect qui, ma foi, n'est pas du tout parfaite, hein, loin de là, mais c'est quand même pratique pour s'envoyer des premiers rushs de photos. J'utilise notamment lorsque, je sais pas, je photographie du football et qu'il faut envoyer à la seconde les photos. C'est vrai que si j'avais pas ça, ce serait un peu plus la merde. L'application Camera Connect, pareil, dites-moi ce que vous en pensez, mais elle est vraiment pas parfaite. Et si vous souhaitez vous envoyer des vidéos que vous avez capturées avec ce boîtier via cette application et que les vidéos sont un peu... même pas si lourdes que ça en fait, hein. C'est tout de suite plus compliqué que les vidéos. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Il existe aussi, pour compléter cette connexion, un grip batterie en option si vous avez besoin d'une connexion via Ethernet. Il en existe plusieurs, on en reparle tout de suite après. 8e point, la prise en main. Mais quel bonheur, quel bonheur. Avec ses 746 grammes, je suis vraiment contente parce que pour un plein format, il est pas si lourd que ça. Et ça, c'est vraiment agréable pendant les longues journées de tournage. J'en ai pas encore fait, mais croyez-moi, je le sais, avec un R3 entre les mains et des objectifs aussi assez lourds, ça va vite, je suis jeune et en bonne santé, mais le R3 muse. Non, c'est faux, mais c'est vrai que niveau prise en main, je suis plutôt contente. Le R3, en fait, je sais pas, je voyais ce monobloc, j'étais trop contente parce que, je sais pas, c'est hyper satisfaisant d'avoir un gros boîtier, tu sens vraiment la bonne qualité, la fabrique qui est incroyable, mais en fait, à se trimballer toute la journée, je dois, le R3, avoir une petite poignée avec moi tout le temps, parce que sinon, j'ai peur de lâcher le boîtier. Voilà, un petit peu de fatigue et bim, un rein par terre. Ouais, ça va vite. C'est plutôt agréable de ne pas avoir un parpaing entre les mains. Là, je parle au R3. Vraiment, mon vieux, remets-toi en question. Et niveau, du coup, ergonomie, ce qui est cool, c'est qu'avec ce boîtier, pas comme avec le R7, les balles perdues à chaque fois, on peut mettre des grips. Tiens, bah c'est génial ça. J'en ai pas à vous montrer. Il en existe plusieurs. Le grip batterie BGR20 qui améliore la prise en main lors des prises de vue verticales et permet d'intégrer une batterie LP E6P supplémentaire. Le grip batterie BGR20EP qui ajoute, lui, un port LAN Ethernet pour la connexion filaire. Et grip CFR20EP, c'est quoi ces noms? Qui dispose également d'un ventilateur de refroidissement et d'un port Ethernet pour des prises de vue plus longues. Pas mal, c'est bon à savoir en tout cas. Voilà, je n'en ai pas testé. Si j'ai l'occasion d'en tester, je vous ferai une vidéo dessus. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Parler des batteries, c'est mon moment coup de gueule. Jingle, j'ai pas de jingle et j'ai même pas de batterie là-dedans. Mais de toute façon, j'en parle après. Je sais pas pourquoi je casse les pieds. Après l'ergonomie, 8e point, le viseur. Je sais pas si c'est le 8e. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. C'est une catastrophe. Et j'ai dit que j'arrêtais de compter. Avec ses 5,76 millions de points. Ce n'est pas le viseur le plus haut de gamme de la gamme. Ok, pas ouf comme phrase, mais vous avez compris. C'est malgré tout un très bon viseur. On peut pas dire le contraire. Il est large, il est lumineux, il est de bonne qualité et de toute façon, je suis myope. Donc...
Même si c'était le meilleur, je ne m'en rendrais pas compte. Faudrait peut-être que je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo d'ailleurs. 2025, il faut s'y mettre. Ce viseur se niche dans une espèce de bosse qui vous rappellera votre vieux réflexe. J'avoue que je suis pas la plus fan, puisque moi j'aime bien la modernité, mais c'est vrai que ça fait un petit peu nostalgique, on va pas se mentir. Dessus Notre-Dame, tout ça, on aurait pu s'en passer. Mais bon, après vraiment question de goût, je suis pas hyper fan. Bon, passons à autre chose, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Par exemple, racheter des nouvelles batteries à 100 balles. Quoi ? Comme sur le R3, ne vous méprenez pas, le viseur est énorme. Du coup, je peux plus vous le comparer qu'un R7, mais le viseur est vraiment grand. Mais on a des petites bandes noires autour, mais c'est tout simplement pour la détection de l'œil, pour la technologie Eye Control. Donc en fait, le viseur n'est pas aussi grand que ça. Voilà, c'est plus une illusion d'optique, dirais-je. Petite nouveauté aussi, je m'étais pas spoilé vraiment sur ce boîtier, mais au déballage, à l'unboxing, j'ai vu que ce petit œilleton n'était pas retirable. Du coup, je vais éviter de le toucher, j'ai très peur. Donc j'ai eu une petite aventure avec mes œilletons sur le R3, j'en ai racheté 3 il me semble, et des protège-griffes aussi, j'en ai racheté 3 il me semble. Écoutez, je fais très attention à mes affaires, mais il me semblerait que je ne sois pas la dame la plus délicate de l'univers. Bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais j'ai vu que c'était aussi le cas de beaucoup de photographes. Bref, cet œilleton ne s'enlève pas. Il a intérêt à tenir dans le temps, donc là vraiment je croise les doigts. Après, la fabrique globale du boîtier est vraiment très bonne, donc je me dis que l'œilleton logiquement devrait être à la hauteur de tout le reste du boîtier. Mais bon, je vais faire très attention, mais ça me terrifie. Parce qu'au final, est-ce que c'était pas plus mal d'acheter 3 œilletons directement et de les changer? Bon, si on les perd, on les abîme. Là voilà, on n'a pas trop le choix, il faut juste en prendre soin. Croisez les doigts avec moi, s'il vous plaît. 9e point, la grande concentration de commandes. On dirait, moi au collège, des boutons partout. Regardez cette peau. Voilà, on se rassure comme on peut. Il y a des boutons partout. J'ai pas des énormes mains ni des énormes doigts. Voilà, faut bien être privilégié parfois. Donc, c'est pas hyper intuitif, il y en a de partout, mais l'avantage c'est qu'il y a aussi beaucoup de boutons personnalisables, donc voilà, ça contrebalance le truc, mais il y a beaucoup de boutons, et c'est vrai que je pense aux personnes avec des grandes mains, des gros doigts, etc. Ça doit être galère pour vous. Force à vous, vraiment, on n'est pas ensemble. Moi, ce qui me dérange vraiment le plus, c'est le positionnement des boutons du switch. Le switch, il est là, donc je prends mes photos, et le switch photo-vidéo est là. Donc faudrait que je prenne des habitudes, parce que là, du coup, la première utilisation que j'en ai fait, j'étais comme ça, tac tac, et le switch avec le R3 est ici. Avec le R3 est hyper intuitif, avec ton pouce tu changes, bim. Là, tu dois changer pour le mode vidéo, et bien en fait il est de l'autre côté. Tu vois, faut passer là pour changer. Il y a plus pratique quand même. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est une question d'habitude, mais même avec l'habitude, le positionnement sur le R3 du switch photo-vidéo, c'est tout de même mieux. Le cache de la grille flash, pareil, élément que je perdais tout le temps. Là, pour le perdre, va falloir y aller, hein. Parce que la première fois que je l'ai enlevé, j'ai l'impression qu'il fallait être 4 pour l'enlever. Attendez. C'est bon, quand c'est accroché, c'est accroché. Hein. Je pense qu'il faut du coup bien l'enlever, le remettre, mais bon, point positif, toute la connectique au niveau de la grille eh bien, est protégée par la poussière, l'humidité, etc. C'est cool, ça tient bien, c'est bien Canon. 9e point, l'endurance. Donc cette nouvelle batterie LPE6P dans ce boîtier possède une certification SIPA qui a priori permettrait de faire 630 clichés par charge lorsqu'on vise depuis l'écran, ce qui est donc une bonne autonomie si on compare à d'autres boîtiers hybrides disponibles sur le marché. Après, en pratique, du coup, j'ai photographié et filmé, donc vraiment je voulais pousser le boîtier, hein, je voulais voir ce qu'il y avait sous le capot. Je parle comme une énorme beauf, c'est terrible. J'ai photographié en rafale, j'ai filmé en 4K 120 ou en 4K 100. Et honnêtement, en 1h30, 2h de prise de vue, il me restait 10% dans la batterie. Donc je l'ai plutôt bien usé. Ouais, 109,90 €. Je suis quand même déçu des batteries du R3 pour la taille en fait qu'elles font. Elles sont pas si dingues que ça, selon moi. Donc là, bon, forcément, elles sont plus petites, donc ça peut pas tenir autant. J'ai vu un peu de tout, des gens qui disaient que l'autonomie était pas dingue, et je pense qu'ils ont à peu près la même utilisation que moi. Voilà, j'ai souvent besoin de faire et des photos et des vidéos, et c'est souvent dans le sport. Donc forcément, la cadence est hyper rapide, photographier un maximum de choses, mais bref, je m'égare comme d'habitude. Au niveau de la réactivité maintenant, c'est notre 10e point. Nous avons, comme j'ai dit précédemment, la puce Digi Accelerator, notre fameuse supercar, qui offre des algorithmes vraiment performants en termes d'identification et de suivi de la cible à abattre, à photographier. La cible à photographier, pardon, c'était pour une autre vidéo ça. Donc c'est vrai qu'une fois que le boîtier est réglé et que tu le maîtrises, logiquement tu ne perds pas ton sujet de vue. Voilà, en tout cas, encore une fois, le match que j'ai photographié, toutes mes photos étaient nettes, toutes mes photos étaient focus sur le bon joueur. Mais voilà, très très contente et aussi très ravie de ça. Le switch photo-vidéo, même s'il n'est pas placé au bon endroit, eh bien, je switch photo-vidéo, c'est instantané. Le switch est instantané et moi, c'est ça qu'il me faut. Je peux pas me permettre de louper des choses, même des secondes. Les matchs passent super vite. Les belles actions, on peut en louper à la pelle, vraiment, si on attend quelques secondes. Des fois, c'est vraiment très rapide ce qui se passe. Donc, switch instantané, aucun problème là-dessus. J'étais
très contente de ça. Donc vraiment, c'est bien menti. Au niveau de la réactivité, il faut pas que j'oublie, il y a un mode de pré-enregistrement des images qui est de 15 images avant déclenchement et qui permet de capturer donc 15 images avant que vous appuyez sur votre déclencheur. Et ce système permet donc de ne pas rater les actions qui méritent d'être prises en photo. Personnellement, je vais pas trop l'utiliser parce que j'en ai tout simplement pas besoin. À mon avis, si je faisais de l'animalier, par contre, il y a moyen. J'ai essayé quelques fois de photographier des oiseaux et c'est vrai que l'oiseau qui décolle, c'est technique, hein. C'est vraiment technique. Mais pour mon utilisation dans le sport, j'ai pris mes repères, j'ai pris mes habitudes, je ne pense pas en avoir besoin. Je parle pas trop vite, je testerai ça dans le test qui sera fait plus tard. Point numéro 11, le buffer qui est limité. De ce que j'ai compris, c'était quelque chose de volontaire de la part de Canon. Un petit choix marketing, mais selon les chiffres dévoilés par Canon, lorsqu'on utilise la CF Express, la rafale en RAW s'éteint au bout de 3 secondes, puisque la mémoire tampon est limitée à 93 images avec ralentissement. J'ai lu alors qu'il était préférable d'utiliser le format C-RAW, pas C-RAW, C-RAW. Et donc ce format C-RAW équivaut à du RAW compressé. Et ce format du coup entraîne peu de dégradation de l'image et permet de doubler vraiment quasiment la rafale RAW. Voilà, petit tips, c'est RAW. Je dirais donc en pré-conclusion que c'est un boîtier qui est fait pour les photographes sportifs et animaliers, mais pas que, puisqu'il y a quand même une volonté de Canon de laisser le R3 et le R1 devant ce boîtier. Il ira de pair avec mon R3, ce sera mon boîtier secondaire en sport. Ce que je vous dis là, c'est pas fixe, c'est-à-dire que si un jour j'ai envie de photographier du sport avec, je photographierai du sport avec. Je pense que mon R3 du coup me servira principalement en sport et c'est le plus logique et c'est avec lui que je suis le plus à l'aise de toute façon et que ce boîtier sera donc secondaire mais que ce boîtier sera donc mon boîtier principal si un jour que j'ai quand même des portraits à faire, des mariages à faire, des reportages à faire et surtout en vidéo, je pense vraiment l'utiliser en boîtier principal en vidéo puisque certes le R3 est vraiment génial en vidéo mais moi c'est niveau ergonomie, je préfère largement filmer avec un boîtier de cette taille plutôt qu'avec un R3, surtout avec tous les équipements à côté, je trouve ça vraiment plus pratique et surtout en vidéo, les performances proposées sont quand même vraiment cool. Je vais vraiment prendre le temps de tout tester, sous tous les temps, sous tous les angles. Je vais vraiment faire au max pour vraiment vous proposer un test le plus complet possible, mais logiquement, la répartition, ça serait ça. Donc voilà, je vous ai donné quand même pas mal d'infos. Après, il y a plein de détails que j'ai pas évoqués, des détails techniques, je pourrais faire une vidéo de 2 heures à ce sujet, mais j'avais pas envie, tout simplement déjà. Et puis, il y a pas mal de vidéos avec des gens très forts sur YouTube et pas mal d'articles aussi, hyper intéressants si vous êtes vraiment geek jusqu'au bout. J'avais envie vraiment que cette vidéo reste accessible. On va résumer les points forts et les points faibles, voilà, pour ceux qui n'ont écouté que d'une oreille. C'est pas bien. Les points forts de ce boîtier et ce pourquoi je l'ai acheté, surtout la qualité d'image, 45 millions de pixels, j'aime bien. Même si, oui, les pixels, machin, je compte pas afficher mes images sur Times Square, voilà, qu'elles soient étirées, croppées, tout ça, non, mais je fais quand même pas mal d'impressions photos et j'ai envie de tester aussi de nouvelles choses, donc 45 millions de pixels, je suis bien contente et c'est mon premier boîtier haute résolution donc j'ai le droit d'être contente. La rafale à 30 images par seconde, vraiment très très cool. L'autofocus qui est vraiment performant, ça c'est non négligeable, avec aussi un autofocus qui fonctionne en basse lumière, hein, ça c'est vraiment cool. Son ergonomie, adieu le parpaing. Enfin non, pas adieu, mais moi je préfère. L'autofocus Eye Control, ça aussi j'ai hâte de tester. Il est conçu pour un usage professionnel, pas comme le R7 qui, c'est normal, à la fin d'une énorme journée de tournage ou quoi, le truc me faisait des arrêts cardiaques. C'était plus possible de travailler avec pour des gros trucs. J'ai envie de faire que des gros trucs, donc forcément, voilà, il faut que le matériel suive derrière. Voilà, même si vraiment le R7, je l'adore. Et une belle construction. Il est beau, il est bien construit. Et les points faibles du coup de ce boîtier, ce serait ce switch photo-vidéo qui est, selon moi, et aussi pas mal d'autres, du mauvais côté ou du moins pas à la bonne place. Et voilà, la petite bosse. Voilà. Conclusion. Je pense que ce boîtier plaira vraiment aux utilisateurs du R5. S'il y a des gens parmi vous d'ailleurs qui sont passés du R5 au R5 Mark II, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez un R5 Mark II, est-ce que c'est un second boîtier? Est-ce que c'est un boîtier principal? Pourquoi vous l'utilisez? Vraiment, dites-moi tout ça, ça m'intéresse réellement. Ce R5 Mark II remplacera mon R7, donc c'est radical. Au moins là-dessus, je suis sûre de lui faire confiance. Je pense vraiment que ce R5 Mark II ira vraiment de pair avec mon R3. Je vous ferai un test complet une fois que j'aurai testé ce boîtier et que je l'aurai vraiment testé dans plein de situations différentes, pour plein de choses différentes. Écoutez les amis, j'ai beaucoup parlé, je suis assoiffée, j'ai besoin de boire 3 litres d'eau, mais en tout cas, comme d'habitude, un véritable plaisir de faire cette vidéo, j'ai hâte de vous faire une vidéo test. Merci beaucoup des retours que j'ai eu sur l'unboxing du R5 Mark II, et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est maintenant 600. Eh bien merci,
merci aux 500 qui étaient déjà là et merci aux 100 autres nouveaux. Ça me fait trop plaisir, vraiment, c'est génial. Donc merci énormément. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette vidéo et que vous ne l'êtes pas, c'est quand même un peu la honte en 2025. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, commentez, parlez-moi de votre matos un peu. Je vous dis encore merci, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Dis au revoir. Ok, il est ravi d'être là, je vous assure. Mais vous êtes encore là? C'est dingue ça.